Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Vous est-il déjà arrivé de regarder un film en boucle, une fois, deux fois, voire une vingtaine et plus, d'en connaître les répliques par cœur sur le bout des doigts, et ainsi de pouvoir vous attacher aux différents traits de caractère des personnages, ou encore de vous identifier à eux, d'y ressentir des émotions tellement intenses à chaque visionnage qu'elles vous donnent de la force dans votre propre vie? C'est le cas de Ben, avec qui j'ai eu le plaisir d'enregistrer ce tout nouvel épisode, teinté de bonne humeur et de spontanéité. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous, et bonne écoute. Salut Ben, ça me fait super plaisir de t'accueillir dans le canapé de Bi. Comment ça va? Et est-ce que tu pourrais te présenter? Bah écoute, ça va très bien, Bérénice. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très Je t'en plaisir. prie. Je m'appelle Ben Abraham, j'ai 41 ans. Je suis vieux. Euh, je suis conseiller de vente multimédia dans une enseigne fait du multimédia et de l'électroménager. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je suis grand fan de cinéma, très très grand fan. Tout comme on le fait là depuis Pulp Fiction, je suis devenu un grand fan de tout ce qui est ciné. J'ai commencé ma page critique il y a vraiment 2 ans et demi. Au début, j'avais un blog à la base avant, puis j'ai perdu les codes. Après, j'ai arrêté de faire des critiques, mais j'ai toujours aimé partager mes avis sur les films. Je me dis, ouais, pourquoi pas me lancer sur Insta. Au début, Insta, je mettais tout et n'importe quoi. Après, j'ai commencé vraiment à mettre des critiques et à essayer de trouver comment les mettre en forme. Et depuis, voilà, jusqu'à maintenant, toujours des critiques. Ça plaît toujours autant. Est-ce que tu peux nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie? Alors, le film qui a eu un impact dans ma vie, c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino. C'est un film que j'ai découvert, j'étais au collège, je crois que je devais être en quatrième quand j'ai découvert ce film-là. Et je crois que vraiment j'aimais déjà un petit peu le cinéma, mais j'étais pas vraiment penché dessus. Et vraiment, Pulp Fiction, ça a été une révélation. Je me suis dit vraiment, j'aime le cinéma, c'est vraiment ce genre de film-là que j'aime. Et depuis, ça s'est jamais éteint. Il y a eu des petites pauses de temps en temps, mais non, ça s'est jamais éteint. Cette passion pour le cinéma est Et toujours. est-ce que tu te rappelles le moment où tu l'as vu, avec qui tu étais? Est-ce que c'était au cinéma? Alors, non, c'était en VHS. À l'époque, on Waouh, avait des ça nous rajeunit magnétoscopes, pas. exactement. Ouais, mais une belle Ouais, époque, une hein. très belle époque. Et c'est un pote du collège qui m'a prêté la cassette. Il m'a dit: «Tiens, regarde ce film, tu vas voir, il est trop bien et tout». J'étais tout seul. Je crois mes parents n'étaient pas là, ils devaient être sortis. J'étais tout seul et je dis: «Bah, vas-y, il y a rien à la télé, du coup, je vais regarder le film». Et du coup, j'ai lancé la Ouais. cassette et dès la première scène, en fait, les dialogues m'ont tellement pris que, ouais, du début à la fin, j'étais dedans, quoi. Et ça reste mon film préféré jusqu'à aujourd'hui, hein, donc voilà. OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des émotions que ça a provoquées chez toi quand tu l'as vu? Alors, parce qu'il faut remonter maintenant. Mais il y avait déjà de la fascination. Parce que je trouvais que les prises de vue, comment ils filmaient les acteurs, tout ça, c'était. Moi, je connaissais pas, donc du coup, c'était vraiment impressionnant. Les dialogues aussi euh, étaient très, très, comment dire, très corrosifs. Du coup, ça m'a fait rigoler. Donc, ouais, il y avait de la fascination et beaucoup de rire. Vraiment, j'ai vraiment rigolé sur ce film-là. Pourtant, c'est pas une comédie, hein, mais ouais, j'ai beaucoup rigolé. Non, non, non. Alors, c'est vrai que, moi je l'avais déjà vu une première fois, mais j'avais pas du tout accroché et là, pour l'avoir revu du coup pour, préparer le podcast, j'ai pas du tout la même vision et ce qui m'a frappée, c'est dès la première scène où en fait, je m'attendais pas à ce genre de dialogue où, bah, on peut prévenir, les auditeurs et auditrices, mais c'est un spoiler alert, mais, sur la scène où on voit John Travolta et Samuel L. Jackson qui parlent de burgers, en Ouais. fait et de l'appellation des burgers en France et on a complètement la différence et j'ai trouvé que c'était à la fois fascinant et Ouais, improbable. c'est ça, par rapport aux 2 personnages, quand on les suit après dans le film, on voit que cette conversation, en fait, elle est comment dire? Elle est incroyable. C'est spectaculaire de se dire que des gars comme ça vont parlent de en fait, de tout et de n'importe quoi. Et là, ils parlent du burger, de: Exactement. «Oui, tu sais comment ils appellent le quarter pounder with cheese en France? Non, le royal cheese». «Et pourquoi à ton avis?» «Oh, je pense les systèmes métriques». Et ouais, c'est incroyable, je trouvais ça trop fort. Ouais et je dirais même que pour aller plus loin, ce film m'a donné faim, parce que ouais, vraiment je le dis.
Autant, tu vois, les films de Tarantino, il y a du sang partout, c'est violent et on sait à quoi s'attendre, en tout cas quand on connaît un peu son genre. Mais là, c'est pour ça que je dis que je l'avais pas vraiment forcément vu sous cet angle-là, mais peut-être parce que je sais pas, je l'ai regardé avant de manger, je sais pas. Mais pareil, la scène avec, Uma Thurman et John Travolta juste avant qu'ils dansent la célèbre scène du twist où, justement ils sont en train de parler de milkshake, et le prix du milkshake à 5 $ et voilà, elle hésite entre chocolat et vanille et voilà, il y a plein de petits moments comme ça où pareil Bruce Willis on voit il y a un gros plan sur ses toasts, juste avant une scène assez cruciale avec John Travolta et c'est vrai que c'est assez C'est ça. marquant, je trouve. C'est plein de petites scènes improbables dans le genre de film qu'il nous présente et je trouve ça vraiment très, très fort. Parce qu'en fait, c'est pas ridicule et en fait, ça marque et on le retient et je trouve ça trop fort. Exactement, exactement et tu dirais que qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, ce film? Alors Quelles répercussions ça a pu alors, avoir? ça m'a permis d'avoir beaucoup de réparties parce que, avant, j'en manquais terriblement et voir les joutes verbales entre Jules et alors comment il s'appelle déjà? C'est ouais, Vince, Jules et Vince, donc Samuel L. Jackson et John Travolta. Ouais, non, vraiment, en termes de répartie, je suis devenu plutôt bon grâce à eux, donc merci. Ouais. Hem, Après, ça m'a apporté aussi, comment dire? Un peu plus d'assurance parce que du coup, comme je me projetais et j'avais tendance à m'identifier à Jules, du coup, ça m'apportait aussi un peu OK. plus d'assurance et un peu plus confiance en moi. Ouais, je crois. Le bon Dieu aurait arrêté les balles lui-même, si je comprends bien. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Dieu lui-même est venu pour arrêter ces putains de balles. Allez, viens, il serait peut-être temps qu'on s'en aille. Arrête tes conneries, on plaisante pas avec ça, c'est grave. Ce qui vient de se passer ici, c'est un vrai miracle. Ce sont des choses qui arrivent et on s'en tape. Faux, faux. Tu sais que c'est le genre de choses qui n'arrivent pas comme ça. Tu souhaites continuer cette intéressante discussion théologique dans la bagnole ou en tôle avec les matons? Je souhaite que tu admettes qu'on devrait être mort, vieux. On a vécu un truc miraculeux et moi, je demande que tu le reconnaisses. D'accord, c'est miraculeux. Et à Paris, on peut en boire dans les McDonald's. Et devine comment ils appellent. Tiens, un quarter pounder with cheese. À Paris. Un quarter pounder with cheese? Mon cul, ça n'a pas de sens, quarter pounder, avec leur système métrique. Mais alors quoi? Ils disent Royal cheese. Ah ouais, Royal cheese. Eh ouais, Et un Big Mac? un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. C'est Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper? J'en sais rien, je suis allé dans un Burger King. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande au lieu du ketchup? Non, ouais. De la mayonnaise. Ça saoule. Tu vois le tableau des frites noyées dans la mayonnaise. Et toi, mon gars? Et pourquoi tu avais plus tendance à t'identifier à ce personnage? Ah bah, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation de Ouais, noirs à tout l'écran. à fait. Enfin de comment dire? De personnes, charismatiques noires à mon époque. Après, bon, je suis pas vieux non plus, mais à l'époque, en tout cas, des films dans les années 80-90, soit le noir, c'était, La Balance, donc Iggy Ouais. Portunio, soit c'était, le commissaire, qui a un petit accent et qui crie sur le Oui, policier malheureusement. blanc. On n'avait pas d'acteur fort noir qui voilà, qui était charismatique, qui ouvrait sa bouche et qu'on prenait au sérieux. Et là, bah, forcément, bah, Samuel Jackson, il est arrivé et ouais, on s'identifie direct. Ouais et ce qui est assez fou dans ce film, c'est qu'on en oublierait presque leur rôle principal puisque c'est quand même des gangsters et en fait, on peut C'est les ça. voir dans des moments où complètement enfin, de la vie quotidienne, en fait. On voit que le réel dépasse la fiction et du coup, bon, Mmh. ça porte bien son titre. Mais par exemple, quand, il y a une scène qui va être très, très importante juste avant bah, voilà, qu'il tue quelqu'un. Tous les 2 ils sont dans l'ascenseur, donc Samuel L. Jackson et John Travolta et en fait, ils sont en train de parler massage. C'est ça. Où, donc c'est assez à la fois improbable et en même temps, on arrive à s'identifier enfin, outre s'identifier, mais en tout cas, s'attacher au personnage. C'est exactement ça. C'est exactement. En fait, les conversations, elles sont tellement improbables et tu dis que finalement, c'est une discussion que toi, tu aurais pu avoir avec quelqu'un. Et du coup, fatalement, tu arrives à t'identifier plus facilement. Et alors, j'ai oublié, tu avais employé un bon mot là, je l'ai oublié, ça y est. Mais tu t'identifies bien. Et du coup, voilà, même si ce sont des gangsters, tu as de l'empathie pour eux.
parce que tu te dis que finalement, ben, ils se posent les mêmes questions qu'on pourrait se poser, nous, gens de tous les jours. C'est-à-dire qu'en plus de leur boulot de gangster, à côté, bah, ils ont une vie tout à fait normale. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très fort de la part de Tarantino. Exactement. Et tu parlais justement d'identification et de représentation. Est-ce que, quand tu étais plus jeune à cette époque, tu t'identifiais à d'autres acteurs? Hormis Samuel L. Jackson, hormis alors des acteurs afro-américains ou pas? Non, parce que après, c'était beaucoup, quand je regardais des films, moi, c'était beaucoup des films avec Stallone, avec Bruce Willis, avec Schwarzenegger. Et c'est des Ouais, films blancs, donc quand tu t'identifies, bon, tu essayes un peu de t'identifier un petit peu. C'est pas évident parce que bah, finalement, tu as toujours les blancs à côté qui disent ouais, mais non, mais il est pas noir, il est blanc, ouais, tu vois bien. Et donc, ouais, c'était assez compliqué. C'est très, très OK. compliqué. Et est-ce que depuis que tu l'as vu la 1re fois, tu l'as regardé plusieurs fois après? Tu en as parlé autour de toi? Comment ça s'est passé? Ouais, non, ce film-là, alors, sans mentir, j'ai dû le regarder facilement depuis la première fois que je l'ai vu jusqu'à maintenant, ouah, 100 fois, même plus facile. C'est à une époque, même je connaissais les Ouais. dialogues par cœur. Là, bon, c'est pas longtemps que j'ai pas regardé, mais je me rappelle encore de la scène avec Marcellus Wallace chez Z. Ça, par contre, les dialogues, je les connais par cœur. Mais ouais, ouais, non, j'ai beaucoup regardé, je l'ai beaucoup conseillé. À chaque fois, je dis, tu connais Tarantino? Non. T'as regardé Pulp Fiction? Non. Bah, regarde-le, tu vas voir. Pour moi, c'est la clé d'entrée. Bon, pour moi, c'est la clé d'entrée pour arriver dans ce cinéma. Maintenant, il a fait d'autres films qui permettent aussi d'entrer dans son univers. Mais à l'époque, vraiment, Pulp Fiction, pour moi, c'était... Même si les autres étaient très bien, mais ça reste toujours pour moi son meilleur film. Donc, Ouais. on a toujours pour moi la clé d'entrée pour le cinéma de Tarantino. Justement, tu parlais du fait que, voilà, il y a plusieurs films. Ce qui est assez fort aussi, c'est qu'il se cite lui-même dans Pulp Fiction. On voit qu'il y a plusieurs références, notamment quand Uma Thurman, elle parle de, plusieurs, personnages et cetera. En tout cas, on suppute que c'est Kill Bill par la suite. Il y a eu aussi une autre fois où il y a un personnage, si je me trompe pas, qui arrive et ça fait référence à Reservoir Dogs et c'est vrai que c'est assez, c'est incroyable, quoi. C'est qu'il y a tellement de choses à dire, le film en lui aussi bien sur la façon dont le film a été monté que, sur les références qui sont faites, quoi. Il y a de très belles références, tu vois, comme tu dis, Kill Bill, Reservoir Dog. Et comme tu dis, pour le montage, le film, il est même pas monté à l'endroit. C'est des scènes vraiment prises à droite, à gauche. Mais après, on peut le remettre dans l'ordre. Je me suis déjà amusé à le remettre dans l'ordre. Mais, ouais, ouais, c'est vrai que c'était fort. Parce qu'on voit un truc, après, on voit qu'un gars, il est plus là. En fait, il est encore là dans la scène d'avant. On comprend pas. Et en fait, bah, juste les scènes, faut juste arriver à les mettre dans l'ordre. Après, et après, bon, ça n'empêche pas la compréhension, parce que dans tous les cas, ça change rien. Mais c'est vrai que je m'étais amusé à remettre le film en ordre, dire ah bon, ça se passe avant, ça après, d'accord. Donc l'ordre du film, c'est ça. Et est-ce que, parce que tu le disais que tu l'as vu, plus d'une centaine de fois, pour ma part, tu vois, par exemple, c'est assez marrant parce que j'ai vu Grease, je suis absolument fan de Grease, et je l'ai vu, je pense plus d'une centaine de fois aussi et je dirais que c'est un peu le point, si je peux dire, le seul point commun que j'ai avec Quentin Tarantino, c'est, un en tout cas d'être fan de, Travolta, puisque c'est pour ça qu'il l'a mis dans son film. Est-ce que tu trouves que tu as un autre regard maintenant, quelques années plus tard ou plusieurs années plus tard sur ce film? Non, franchement, je prends toujours autant de plaisir à le regarder. Je prends toujours autant de plaisir à l'analyser, à retenir les dialogues. Donc, moi, franchement, depuis la première fois que je l'ai vu jusqu'à maintenant, chaque fois que je le regarde, c'est pareil. Enfin, maintenant, j'arrive à comprendre certaines choses un peu mieux, mais sinon, non, mais Ouais. les émotions, ce qui me procure, ça a jamais changé, non. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu comprends mieux ou ce que tu aurais envie de partager, Déjà, j'ai mieux compris Butch, le personnage de Butch, celui que joue Bruce Willis. J'ai un peu mieux compris son état d'esprit et sa façon de voir les choses. Parce qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il voulait absolument récupérer sa montre. Voilà, c'était qu'une montre. Et, quand tu es petit, tu dis, ouais, mais pourquoi il veut récupérer sa montre? On s'en fout. Et en fait, tu comprends que c'est l'héritage de son père. Et tu vois juste avant, du coup, Christopher Walken qui lui apporte la montre, il lui explique, même pareil, de façon marrante, comment son père a gardé cette montre-là pour pouvoir lui remettre après. Et avec le temps, en grandissant, j'ai compris en fait pourquoi cette montre elle est importante pour lui. Parce que c'est le dernier et seul souvenir de son père qu'il a. Et du
coup, voilà, cette montre, elle est vraiment importante pour lui. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'il récupère cette montre. Mais avant, je ne le comprenais pas. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi il voulait absolument récupérer la montre. Voilà, un exemple comme ça, par exemple. Et quelles seraient tes recommandations de films ou de séries autour de ce thème que tu pourrais nous partager? Après Pulp Fiction, je dirais Les 8 salopards. Très, très bien. Quasiment tout, hein. Je vais te dire Inglourious Bastard aussi. Django Unchained. Et le dernier, là, Once Upon a Time in Hollywood, il est incroyable. Celui-ci, vraiment, j'ai une vraie claque. J'ai vraiment aimé ce film. C'est... Oui, non, Tarantino, je dis, il est vraiment toujours aussi fort, quoi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Once Upon a Time in Hollywood, surtout le casting, assez incroyable et sans faire de spoiler, mais j'ai beaucoup aimé, le sujet, le fait de pouvoir prendre, un sujet du réel et de faire une réinterprétation ou en tout cas de changer l'histoire de façon fictive. J'en dirai pas plus, mais j'ai trouvé que c'était un très, très beau film et ça m'a encore plus donné envie de pas de voyager à Los Angeles, mais j'ai trouvé que c'était un très, très beau film et que ça c'était toujours assez sanglant, mais pas forcément comme les autres et il y avait toujours une tension qui était assez palpable. Donc ça, j'ai vraiment adoré et que Los Angeles aussi faisait, partie d'un des personnages dans ce film. Et dernièrement, j'ai vu que Quentin Tarantino allait sortir, enfin en tout cas allait faire un dernier film, peut-être probablement l'un de ses derniers films. Est-ce que tu as peut-être entendu parler de ça ou pas du tout? J'en ai entendu parler. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur TikTok sur ça. Je voulais la poster. J'allais la poster d'ailleurs demain sur Insta. Demain midi, j'allais la poster. Ouais, j'ai vu, il va faire un dernier film sur une critique de cinéma des années 70. Et, et du coup, je crois que cette critique-là, elle avait critiqué comme des grands noms. Clint Eastwood, Meryl Streep, Stanley Kubrick. Et après, je ne sais pas comment il va le tourner, comment ça va être fait. Je ne veux pas m'attendre à quelque chose parce que j'ai pas envie d'être déçu parce que si ça ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude, j'ai pas envie de me dire bah son dernier film c'est celui que j'ai le moins aimé ou le plus détesté, tu vois. Donc je m'attends à rien, j'attends qu'il sorte et puis je verrai à ce moment-là. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être allé au cinéma ou en tout cas de regarder un film ou une série, qui a fait l'objet d'une adaptation d'un livre et de voir que, c'était absolument pas fidèle au scénario ou du coup pas fidèle à ton imagination? Je te dis ça parce que, par exemple, moi j'ai adoré le livre, donc La fille du train et j'ai trouvé vraiment ça, sublime. Ça m'a clairement fait perdre quelques stations de métro et quand j'ai vu donc l'adaptation, donc au cinéma, avec, notamment l'actrice Emily Blunt, qui est très, très connue pour son rôle dans Le diable s'habille en Prada, j'ai été très, très déçue par le film. Donc je ne sais pas si c'est à la fois mon imagination qui était tout autre et en même temps l'adaptation qui en est une autre, ce qui est normal puisqu'il y a voilà, c'est selon l'imagination de chacun et chacune ou c'est le fait de ne pas avoir été, foncièrement fidèle au livre. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça m'est arrivé parce que souvent il y a des mangas qui sont adaptés en film et souvent bah, les gens sont déçus parce que, à mon sens, ils comprennent pas le principe d'adaptation. Pour eux, si on adapte un livre, faut forcément que ça ressemble au livre. Or, une adaptation peut être libre. On peut s'inspirer du livre sans forcément retranscrire tout ce que le livre a. Ah, bah si, tiens, bah d'accord. En fait, si, je dis des bêtises. Il y en a un. Je suis une légende. J'ai lu le livre, j'ai vu le film, j'ai détesté le film. La première fois que j'ai vu le film, j'ai détesté. Vraiment, j'ai pas aimé parce que ça ressemblait pas du tout au livre. Parce que dans le livre, il présente un gars qui est survivant d'une apocalypse et ce gars cherche en effet un remède. Sauf que ben, la nuit, le jour, il tue des vampires. La nuit, il se barricade dans sa maison et il est obligé de boire de l'alcool pour pas entendre les bruits du coup des vampires qui essaient de rentrer chez lui et qui essaient de casser ses barricades. Et à la fin du livre, pourquoi le livre s'appelle Je suis une légende, c'est que le type, finit par se faire attraper par les vampires parce qu'ils arrivent à mettre un cheval de Troie, infiltrer chez lui, tout ça. Je vais pas trop spoiler, mais de toute façon, je vais spoiler la fin. Donc les gens, si vous écoutez ça, je vais vous spoiler, désolé. À la fin, il se rend compte que il s'est mis à part il s'est marginalisé et il s'est mis à part de cette société parce que pendant que lui, il dormait, bah, les gens, ils faisaient leur vie la nuit. Vraiment, c'est devenu une société à part entière. Et que ces mêmes gens,
pour faire dormir leurs enfants la journée, leur disait, si jamais vous dormez pas, le croque-mitaine va venir vous tuer. En parlant du personnage principal de Je suis une légende. Et à la fin, il se fait tuer et il comprend que c'est lui la légende. C'est pour ça que le film s'appelle Je suis une légende. Parce que c'est devenu une légende en se marginalisant et en voulant, entre guillemets, ne pas être du coup un vampire, ce qui est tout à son honneur. Il n'a pas envie de devenir, de changer. En fait, il a refusé le changement et il s'est retrouvé à part. Et c'est lui qui est devenu la légende, c'est lui qui est devenu le grand méchant loup de la société qui a persisté après lui. Et ça, j'ai trouvé ça super fort et j'ai pas retrouvé ça dans le film. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. Maintenant, je l'aime pas plus, mais je comprends qu'une adaptation n'est pas obligée d'être fidèle au livre. Donc maintenant, les autres adaptations, j'arrive à mieux les voir parce que je me dis, ok, ils peuvent s'inspirer, mais ils sont bien obligés de reprendre tout ce que dit le livre. Et c'est en ça que les gens sont souvent déçus, c'est qu'ils estiment qu'une adaptation doit être fidèle au matériel de base. Matériel de base, c'est ça. Doit être fidèle alors que non, une adaptation, elle est libre. Il peut même prendre juste un personnage et faire ce qu'il veut avec. C'est une adaptation dans tous les cas. Et je pense que tant que les personnes n'auront pas compris ça, ils seront toujours déçus. Ce que j'ai beaucoup aimé, et comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'aimais beaucoup l'incursion du réel dans la fiction. Le fait que des gangsters peuvent devenir à la fois comme tout le monde. Et on pourrait même presque parler de l'inverse, notamment avec le rôle de Bruce Willis, où on a l'impression que voilà, c'est un gentil personnage et qui devient un gangster avec l'attitude qu'il a, etc. Et je trouve que pour faire le parallèle, ça m'a fait un peu penser à Breaking Bad, Dans quel sens, dis-moi? Là, ça m'intéresse, là, je suis un peu curieux. Dans quel sens? Parce que j'avais jamais pensé à ça. où justement une personne, on va dire, dans le monde réel, ou en tout cas une personne lambda, peut devenir un gangster, ou en tout cas avoir des attitudes dont on ne soupçonnerait pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bruce Willis, il ne devient pas vraiment gangster. Enfin, si, il fricote avec des gangsters. Il finit par, en fait, oui et non. Il fricote avec les gangsters, mais si, pour aller plus loin, c'est que il devait se coucher, tu sais, lors d'un combat. Et finalement, il le fait pas. Tu vois, il a quand même eu sa conscience. Quand Marcellus Wallace, il lui dit, ouais, pendant le combat, tu vas avoir un truc qui va te piquer derrière la tête. C'est ta conscience. Il dit, ouais, ta conscience, tu l'emmerdes. Bon, excusez-moi les termes, mais il dit, tu l'emmerdes, tu la caches, machin. Et Bruce Willis, il le fait pas. Ce qui fait que, pour moi, il veut pas du tout basculer dans le monde du gangster. Et du coup, ouais, c'est comme ça que je l'ai perçu plutôt. Ouais, et ça, oui. Et oui, dans ce parallèle-là, sans prendre Bruce Willis, c'est vrai que ça ressemble à Breaking Bad où, du coup, il montre dans Pulp Fiction que des gangsters peuvent avoir une vie normale. Et dans Breaking Bad, il te montre un gars qui a une vie normale qui finalement devient un gangster. Et à côté de ça, pareil, il vit sa vie normalement et il a sa vie de gangster. Et même après, il change de nom parce que quand il est en gangster, il s'appelle c'est Heisenberg, c'est ça, hein. Voilà. Du coup, ouais, c'est pas mal. J'aime bien le parallèle. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y aurait des films de gangsters ou avec des gangsters que tu pourrais nous partager? En film, t'as Snatch, qui est pas mal du tout, de Guy Ritchie. Excellent film. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais si tu l'as pas vu, regarde-le. Franchement, il est pas mal du tout. Snatch, c'est pas mal. Dernièrement, encore Guy Ritchie, il y a Gentleman qui est sorti. C'est en 2019, je crois qu'il est sorti celui-là. Et je l'avais pas vu. Je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai regardé dernièrement. Je l'avais regardé il y a quelques mois. Non, il y a peut-être un an, je l'ai regardé et je me suis pris encore une claque. Ouais, toujours la même thématique, toujours des gangsters. C'est toujours autour des gangsters en fait. En série, à part Breaking Bad, il n'y a pas. Si, t'as Sons of Anarchy qui est pas mal. Une bonne série qui est plutôt pas mal. J'ai pas tout regardé, j'ai regardé quelques saisons et c'était plutôt bien. Faudrait que je finisse. Puis ouais, c'est tout. Parce que je crois que en série, j'ai pas beaucoup regardé de séries gangsters, donc. Et est-ce que tu te souviens de la première fois ou une des premières fois où tu allais voir un film au cinéma? Non, guitare, en fait, j'ai des bêtises, non. Ouais, non, j'étais, non, j'étais guitare, mais ouais, non, j'étais en quatrième quand je suis allé, la première fois que je suis allé au cinéma, quatrième ou cinquième. Enfin, quatrième ou troisième, c'était la première fois que je suis allé au cinéma, c'était pour aller voir le film Mortal Kombat. Enfin, plus quand est-ce qu'il est sorti, mais ouais, Mortal Kombat, je suis allé voir au cinéma. Et tu étais tout seul? Non, on était parti avec une bande de potes. Et du coup, la mère de mon pote nous avait ramenés en voiture. On était, quatre. On était quatre. Elle nous a amenés en voiture au cinéma. On a payé nos places et tout. Pour la fois que j'allais au cinéma, je voyais un truc sur grand écran.
On est sorti du film, on voulait se battre à tout va, faire des trucs de Mortal Kombat et tout. C'était incroyable. Et quelle est la série ou le film dont tu ne te lasses jamais de regarder? Je me lasse pas de regarder, sauf la dernière saison parce qu'elle m'a énervé. C'est Fringe. C'est un peu comme X-Files en fait. Tu as un bureau d'investigation qui enquête sur des phénomènes paranormaux et tu te rends compte qu'il y a une histoire de multivers et de mondes parallèles et c'est vraiment intéressant parce que ça se base sur la science en fait et des trucs qui sont possibles, mais c'est poussé à l'extrême. Donc ça, j'ai bien aimé. En film, bah, il y en a trop. Matrix, Street Dancer, Pulp Fiction. Ouais, pour en citer d'autres, mais voilà, ces trois-là, ouais, je pourrais me les regarder. Ouais, non, The Amazing Spider-Man aussi. Ah, celui-là, incroyable. Est-ce que tu pourrais nous partager une ou plusieurs émotions qui viendraient clôturer tout ce qu'on vient de se dire? Si je devais partager l'émotion, c'est l'émerveillement. J'aime, en fait, quand je vais au cinéma, moi, j'aime être émerveillé. J'aime en avoir plein les yeux. J'aime quand je ressors d'une séance de cinéma me dire waouh, le film, il a réussi à m'avoir. Donc, ouais, l'émerveillement, c'est vraiment ce que je recherche quand je vais au cinéma. Merci beaucoup pour ta participation et si cet épisode a résonné avec vous, n'hésitez pas à venir commenter sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux et rendez-vous pour le prochain épisode dans quelques semaines en compagnie de Thaïs où on évoquera notamment les rêves.